Bonsoir Gilles Finkelstein. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès et vous publiez La démocratie à l'état gazeux chez Flammarion. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre ouvrage dans un instant, mais d'abord c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec la cellule Vrai Faux de France Info. Bonsoir Emma Vincent. Cette semaine, Emma se tenait le salon Millipol à Paris dédié à la sûreté et à la sécurité intérieure. Vous vous êtes intéressée, Emma, à une promesse faite par Laurent Nunez alors qu'il était directeur de la DGSI en 2018, promesse de s'appuyer sur des technologies françaises plutôt qu'américaines dans le domaine de l'analyse de données. En réalité, ça n'a pas l'air simple à appliquer. Ouais, en fait, ce qui pose problème, c'est le logiciel Gotham que la Direction générale de la sécurité intérieure utilise depuis 2015 pour surveiller les menaces terroristes. Donc, ce logiciel, en fait, il collecte un grand nombre de données venant de sources très variées. Ça peut être des photos, des vidéos, des emails, et il les utilise pour en tirer des informations dans le but d'identifier des personnes recherchées, parfois même pour déjouer des attentats. Et la France n'est pas du tout la seule à utiliser ce logiciel Gotham. Une douzaine de services de renseignement européens l'utilisent. Aux États-Unis, le FBI, la CIA et beaucoup de multinationales comptent dessus. Le problème, c'est que ce logiciel, il a été développé par l'entreprise Palantir. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un géant de la tech qui est coté à plus de 400 milliards de dollars, qui a été créé en 2004. Et cette entreprise, elle est financée en partie par la CIA et elle appartient à Peter Thiel, un entrepreneur milliardaire proche de Donald Trump. Donc en 2018, la DGSI estime que ça pose trop de problèmes de dépendre du bon vouloir des Américains pour notre sécurité nationale. Et Laurent Nunez, qui est à l'époque le directeur de la DGSI, déclare qu'ils vont développer une offre française ou européenne pour créer un outil fiable pour nos services de renseignement. On est donc 7 ans plus tard. Est-ce que la France a réussi à trouver cette alternative ? Alors, elle a trouvé, c'est l'entreprise française Chaps Vision qui a remporté l'appel d'offres en 2021. Donc, comme Palantir, Chaps Vision, c'est une entreprise qui commercialise des solutions de collecte et d'analyse de grosses quantités de données. On sait qu'en 2023, Chaps Vision a réussi à lever 90 millions d'euros pour le développement de ces logiciels. Il faut quand même préciser que c'est une goutte d'eau par rapport aux moyens dont dispose Palantir. Mais depuis, en fait, on n'en a plus trop entendu parler. Donc, on a essayé de savoir où ça en est aujourd'hui. Et c'est mon collègue Nicolas Carvalho qui est allé rencontrer le directeur de Chaps Vision, qui était au salon Millipol cette semaine. Et sa réponse, écoutez. Ça marche plutôt bien. Et vous êtes prêts où ? Puisque on avance, en tout cas, en partenariat avec eux. Et on pourra succéder, je l'espère, un jour au logiciel américain de manière totalement opérationnelle. J'espère que qu'on touche au but. Voilà, donc c'est en cours, mais vraiment rien de plus. On ne saura pas exactement quand Chaps Vision pourra prendre le relais de l'entreprise Palantir. On a peut-être un début de réponse dans le média Intelligence Online, qui est spécialiste des questions de renseignement. Selon eux, le nouveau système ne sera pas opérationnel avant 2027, quasiment 10 ans quand même après l'annonce de Laurent Nunez d'un changement de prestataire. Et en attendant, la DGSI doit continuer à utiliser le logiciel Gotham de l'entreprise Palantir. Merci beaucoup Emma Vincent donc pour ce point d'étape. Rendez-vous en 2027 pour vérifier si la promesse est tenue. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai Faux. C'est le samedi à midi sur France Info. Merci beaucoup Emma. Gilles Finkelstein, vous publiez donc La démocratie à l'état gazeux aux éditions Flammarion. Une histoire politique de 1945 à 2045. Avant de se projeter à 2045 avec vous, on avait 2-3 questions d'actualité à vous poser ce soir. Vous avez sans doute suivi les déclarations du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui font beaucoup de bruit. On en parlait juste avant que vous arriviez. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si le pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, alors on est en risque. Est-ce que c'est le rôle, dans une démocratie, d'un chef d'état-major des armées de tenir ce genre de propos? Je trouve qu'on se concentre beaucoup, et je trouve beaucoup trop, sur qui a parlé et pas assez sur le contenu qui est en ligne avec ce que le même chef d'état-major des armées a affirmé il y a 15 jours ou 3 semaines, qui était que nous devions, la France, l'Europe, devait se préparer, je le cite de mémoire, à un choc avec la Russie dans les 3 ou 4 prochaines années. Cette alerte-là, c'est elle qui doit être débattue, je pense que c'est elle qui doit être entendue, et c'est elle dont il faut tirer des conséquences. Nous avons aujourd'hui un débat budgétaire dont on ne sait pas s'il va déboucher ou pas. Un des enjeux
d'avoir ou non un budget, c'est de savoir si nous allons consacrer les 7 milliards d'euros supplémentaires par rapport à ce qui était prévu pour se réarmer face à la Russie. Je pense que ça, c'est le débat le plus déterminant. Parce que s'il y a une loi spéciale permet de pérenniser les crédits de l'année passée, mais ne permet pas de réinvestir, d'investir de façon supplémentaire. C'est une des raisons pour lesquelles il y a besoin d'un budget. Et sur le fond, sur ces propos, évidemment, qui font réagir quand on parle de la mort de nos enfants, forcément, ça fait réagir. Est-ce qu'il faut être prêt à mourir pour son pays? Est-ce qu'on peut encore entendre ce discours-là en France en 2025 ? En fait, ça fait des années que nous mourrons pour notre pays. Quand on a lutté contre le terrorisme, que ce soit en France, que ce soit contre l'islamisme, que ce soit au Mali, on a pris le risque de mettre en danger la vie de soldats, et il y a des soldats qui sont morts. La question, je crois, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est pas celle de la mobilisation des citoyens, c'est celle de la mobilisation de la démocratie pour s'armer et éviter justement cette mobilisation. C'est un peu le débat que vous aviez dans l'heure précédente. Mais une démocratie, enfin, vous réfléchissez sur la démocratie et on constate toutes qu'on est une démocratie qui fédère de moins en moins. On ne fait pas France, selon cette expression que je trouve ridicule, mais qu'on entend régulièrement. Une démocratie est-elle encore capable de... Parce que c'est le seul moment, la mobilisation, c'est le seul moment où une démocratie dispose du corps et de la vie de ses citoyens. Une démocratie est-elle encore capable de faire ça ? C'est évidemment beaucoup plus compliqué qu'auparavant parce que nous sommes la première génération qui avons vécu pendant des décennies sans guerre et sans même l'horizon d'une guerre possible. Et donc, ça a contribué à façonner les esprits, par ailleurs dans des sociétés qui sont beaucoup plus individualistes. Donc c'est plus compliqué et c'est pour ça qu'il faut avoir le débat, savoir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que l'on est prêt à défendre, quelle est Parce que ce qui est attaqué, c'était vrai du terrorisme et c'est vrai aussi de la Russie. Le terrorisme a attaqué la France parce que la France, c'était une certaine idée de la démocratie. La Russie menace l'Europe, les pays de l'Union européenne, parce que c'est une idée de la démocratie. C'est des valeurs plus qu'un pays qu'on doit être prêt à défendre. Je ne fais pas la distinction entre les deux. Pour moi, la France, ce n'est pas une identité figée, c'est une idée, et cette idée, c'est la démocratie. Autre sujet qu'on a abordé ce soir dans cette émission, c'est la lutte contre le narcotrafic. On a suivi la visite du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice aujourd'hui à Marseille après la mort de ce jeune de 20 ans, Mehdi Kessassi, jeune frère d'un militant contre le narcotrafic qui a été tué en plein jour à Marseille. Cette mort, cet assassinat vise à faire peur, à atteindre la République et l'État. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que le narcotrafic est de nature à faire peser un risque sur notre démocratie ? Les leviers qu'utilise le narcotrafic, le blanchiment, la violence, on l'a vu à Marseille, on l'a vu dans beaucoup d'autres villes. L'Office anti-stupéfiants dit que c'est une utilisation quasi systématique de la violence pour asseoir l'hégémonie sur son territoire. Donc le blanchiment, la violence, la corruption publique, la corruption privée, ce sont des éléments qui minent la confiance dans la démocratie. Donc les leviers qu'utilise le narcotrafic, évidemment, sont de nature à fragiliser nos démocraties. Et une loi, on a vu là des chiffres qui nous ont étonnés, plus 80%, plus d'1 million de Français disent avoir consommé de la cocaïne l'année dernière. C'est infiniment plus pour le cannabis. Une loi qui est aussi peu respectée, puisque la consommation est interdite. Pourtant, elle est massive. Une loi qui est aussi peu respectée. Est-ce que ça aussi, ça mine la démocratie ? Est-ce qu'une telle loi doit être supprimée, modifiée, amendée ? Enfin, est-ce que la démocratie peut s'accommoder de lois qui sont autant transgressées ? Il n'y a sans doute pas d'autres exemples de lois dont la pratique sociale, que la pratique sociale vient contredire. C'est absolument massif. À partir de là, vous avez deux manières de prendre le sujet. La première, c'est de faire respecter la loi. Et la deuxième, c'est de la modifier. La modifier, si on dit les choses de manière plus explicite, ça veut dire légaliser l'usage du cannabis. Je dois dire que sur cette question, pendant longtemps, j'y étais totalement hostile, particulièrement rétif. Et puis, j'ai évolué et je pense que j'ai pensé, en tout cas, que c'était sans doute, peut-être même si c'est paradoxal, le moyen le plus efficace de lutter contre le narcotrafic.
Le problème, c'est que quand vous lisez le rapport parlementaire de Jérôme Durin sur le narcotrafic, rapport sénatorial il y a quelques mois, ce que vous constatez, et on l'entend dans les débats ces derniers jours, c'est que la consommation de cannabis n'est plus qu'une partie, et même une partie de plus en plus réduite que le développement de la consommation de cocaïne et le développement des drogues de synthèse. Bon, et dès lors qu'il n'est pas question de légaliser évidemment la consommation de cocaïne ou des drogues de synthèse, on mesure que ce débat sur la légalisation du cannabis, je ne dis pas qu'il est derrière nous, je pense qu'il faut le mener, mais il est illusoire de penser qu'on le traite d'une manière ou d'une autre, que ça réglera le problème. Vous publiez donc, Gilles Finkelstein, La démocratie à l'état gazeux. Que vient faire la chimie dans notre histoire politique? Racontez-nous. Alors, si je vous disais que c'est parce que je suis un expert en questions scientifiques et en chimie, vous auriez peut-être un doute. Ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de le faire d'abord pour moi-même, c'est de comprendre, j'aime bien comprendre, de comprendre la situation que je comprenais de moins en moins, la situation chaotique dans laquelle nous sommes. Et pour ce faire, j'ai essayé de faire une mise en perspective, de prendre un pas de recul. C'est pour ça que c'est cette longue période 1945-2045 que j'essaye de traiter. Et toujours pour comprendre, d'utiliser cette métaphore chimique que tout le monde, quelles que soient ses connaissances en chimie, maîtrise. On a eu un état solide, on connaît l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Et donc la thèse que je défends, c'est que de la même manière, notre démocratie a connu un état solide qui avait donc une forme. Cette forme, c'était le clivage gauche-droite, qu'elle est passée en 1992 avec le référendum sur Maastricht dans un état liquide, où la politique continuait à fonctionner avec le clivage gauche-droite, mais où la société considérait que ce clivage était moins pertinent, et puis que depuis 2017, nous avons basculé dans une démocratie à l'état gazeux qui a 3 propriétés. Elle est informe, elle est instable et elle est inflammable. Est-ce que c'est problématique d'être dans un état gazeux ? Oui, c'est problématique quand vous avez près de 80% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal dans notre pays et que leurs idées ne sont pas représentées. Quand vous avez près d'un tiers des Français qui dit qu'un autre système pourrait se substituer à la démocratie, c'est problématique. Je disais, elle a 3 propriétés. Quand la démocratie devient informe, le débat public est illisible pour les Français, et ça, c'est un problème démocratique. Quand la démocratie devient instable, et on voit qu'elle l'est de plus en plus, et qu'elle l'est davantage encore depuis la dissolution, c'est évidemment un problème parce que le pays a du mal à être gouverné. Et quand elle est inflammable, c'est la question de la violence, et c'est beaucoup d'autres questions qui viennent miner la démocratie. Oui, c'est un problème. C'est le petit village gaulois, enfin on est les seuls à s'être transformés en état gazeux, ou c'est un phénomène mondial? Alors, ce livre est ambitieux puisqu'il propose une grille de lecture sur 100 ans de notre démocratie. Et une des questions que je me suis posée, c'est est-ce que cette grille de lecture que je proposais, dont je considère qu'elle fonctionne bien pour la France, est-ce qu'elle peut s'appliquer chez nos voisins, dans les grandes démocraties européennes? Alors, je n'ai pas eu la force de faire le tour des 27 États de l'Union européenne. J'ai fait la France, mais j'ai regardé nos grands voisins, les grandes démocraties voisines, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces pays ont tous connu, après-guerre et pendant plusieurs décennies, une démocratie à l'état solide, comme nous, avec des systèmes politiques différents, avec des cultures politiques différentes, et que tous ont quitté l'état solide. Ils ne sont pas tous nécessairement au même stade que nous, mais l'état solide, tel qu'il existait après-guerre, n'existe plus dans aucun autre pays. Vous dites, dans cet état solide, il y a le clivage gauche-droite. Est-ce qu'on n'est pas en train, d'une certaine manière, avec ce qu'on voit aujourd'hui, d'assister à une forme de retour du clivage gauche-droite avec la fin annoncée du macronisme ? C'est la question, est-ce que le macronisme était une parenthèse ? Mais le macronisme est arrivé dans une démocratie qui était déjà à l'état liquide. C'est-à-dire une démocratie dans laquelle déjà le clivage gauche-droite était contesté, dans lequel déjà il n'avait plus la même centralité, dans lequel le comportement des électeurs avait beaucoup changé, là où il y avait à l'état solide une fidélité, on votait élection après élection pour le même parti, ou en tout cas pour le même camp. À l'état liquide, déjà
les électeurs étaient beaucoup plus mobiles d'une élection à une autre. Ils changeaient leur vote et parfois même pendant les campagnes, quand je dis parfois, souvent pendant la campagne, les électeurs changeaient leur vie. Donc, on a quitté depuis longtemps l'État solide. Ça ne veut pas dire que le clivage gauche-droite est complètement disparu. On le voit dans le débat budgétaire, par exemple, qu'il peut réapparaître. Ça veut dire, je crois, qu'on ne retrouvera pas de sitôt une situation dans laquelle un clivage à lui seul peut permettre de comprendre l'ensemble des positions politiques, et un clivage dans lequel, avec des citoyens qui ont beaucoup évolué, qui sont plus éduqués, qui sont plus sceptiques, qui sont plus individualistes, on l'évoquait tout à l'heure, dans lequel chacun puisse se reconnaître. Mais vous avez une nostalgie de cette période parce que c'est vrai qu'on a connu à un moment où le rapport gauche-droite était quasiment de l'ordre du religieux. Et donc, comme c'était religieux, ça ne supposait aucune transgression. On aimait Yves Montand, ou on aimait Michel Sardou, mais enfin, on ne pouvait pas écouter les deux à la fois. Est-ce que vous pensez que ça, c'était vraiment un âge d'or de la démocratie? Parce que c'était quand même assez rigide. C'était une période assez rigide où les gens de gauche ne parlaient pas aux gens de droite, ne se mariaient pas avec des gens de droite. Est-ce que vous avez une nostalgie de ce moment-là? Est-ce que c'était un âge plus abouti de la démocratie? Non. Alors, cette démocratie, elle est assez solide. Elle avait une force, c'est qu'elle était lisible. Et c'est un élément très important, c'est de donner une forme à la démocratie. C'est pour ça que j'appelle ça à l'État solide. Mais ça sert à quelque chose? Ça avait cette vertu, oui, parce que ça servait de repère pour les citoyens. Mais cette force était aussi une forge. Elle était parfois excessive, caricaturale. Il n'est pas vrai que sur toutes les questions de politique publique, la gauche et la droite se distinguent à l'épreuve concrète de l'examen des dossiers, et puis que l'ensemble de nos goûts, vous parliez de nos goûts artistiques, mais c'était vrai aussi pour l'achat d'une voiture. Si vous étiez de gauche, il fallait acheter une Renault. Si vous étiez de droite, vous achetiez une Peugeot ou une Citroën. Tout cela était quand même un peu excessif aussi. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt gagné en illisibilité dans le débat public. Évidemment, le signal suprême, c'est ce débat budgétaire auquel on assiste et auquel on a l'impression de ne plus rien comprendre, en fait, de savoir qui défend quoi exactement, où on va, qu'est-ce qui se passe. Là, on est dans la démocratie à l'état gazeux le plus total. La thèse que je défends, c'est que nous sommes entrés en 2017 dans une démocratie à l'état gazeux, le symbole ayant été que pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle, les deux candidats qui étaient qualifiés, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'un comme l'autre ne se revendiquaient pas du clivage gauche-droite, et que depuis 2024 et la dissolution, nous sommes toujours dans une démocratie à l'état gazeux, mais que nous avons changé de gaz. Nous sommes dans un gaz plus inflammable, plus instable encore. C'est l'hydrogène, qui est un des gaz les plus instables et les plus inflammables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je disais tout à l'heure, je parlais de l'instabilité des électeurs, qui changeaient d'avis entre les campagnes, pendant les campagnes. À cette instabilité du bas, c'est désormais ajouter l'instabilité du haut, celle du système politique, du système institutionnel. Et on a vu ces derniers mois une fragilité de nos institutions, une valse des gouvernements comme on a connu seulement aux plus belles heures, si je puis dire, de la 4e République. Donc c'est plus instable. C'est toujours aussi informe, peut-être même davantage encore, si vous reprenez simplement le vote de la semaine dernière sur la suspension de la réforme des retraites. Bien malin qui peut, à l'examen de qui a voté qui, dire quel est le clivage qui s'est dessiné dans ce vote-là. Donc, on est plus que jamais dans cette démocratie à l'état gazeux. Les deux élections d'Emmanuel Macron, qui sont à la fois des preuves de ce que vous racontez, et qui peut être lui-même un artisan de cette transformation de la démocratie, Emmanuel Macron, il a conforté la démocratie, il a solidifié la démocratie, ou il l'a fragilisée? Emmanuel Macron a eu cette très forte intuition en 2016 que la démocratie à l'état liquide que nous connaissions montait en température. Et que la démarche qui était la sienne... dans la scène d'exposition, si je puis dire, de votre livre. Et que la démarche qui était la sienne de dépassement du clivage gauche-droite pouvait, dans ce contexte-là, trouver un débouché. Donc il a été un peu le bénéficiaire d'une démocratie à l'état liquide qui montait en température. Depuis lors, je pense qu'il a plutôt
pas seul, mais qu'il a plutôt contribué à ce que la démocratie soit davantage encore à l'état gazeux. D'abord parce qu'il n'a pas essayé de redonner une autre forme à notre démocratie que le clivage gauche-droite. À aucun moment, il n'a voulu, ni lui, ni son parti, théoriser ce qu'était, selon lui, le clivage, le nouveau clivage qui devait structurer la vie publique. Il s'y est refusé. Je pense qu'il s'y est refusé parce qu'il souhaitait garder de la mobilité et que quand on se définit, eh bien, on est moins mobile. Donc, ça, c'est sa première responsabilité. Et puis la deuxième, sans doute la plus lourde, elle vient après la décision de dissolution et ce sont les conséquences que j'évoquais tout à l'heure d'un système qui devient plus instable encore. La prochaine étape, c'est quoi? C'est l'explosion? Alors, je ne sais pas ce qu'est la prochaine étape, mais je me suis risqué, puisque je vais jusqu'en 2045, je me suis risqué à une analyse prospective autour d'un scénario, il peut y en avoir d'autres, mais autour d'un scénario qui est aujourd'hui suffisamment plausible pour mériter qu'on y réfléchisse. Parce qu'il y a un quatrième état de la matière, ça sans doute pas le plus connu, mais qui est l'état plasma. Et l'état plasma, c'est celui de la dissociation complète des atomes, et il y a une image qui est parlante pour chacun, c'est la foudre. La foudre, c'est l'état plasma. Alors, j'ai réfléchi à ce que voudrait dire la foudre qui s'abat sur notre démocratie, et d'analyser notamment ce que pourrait signifier pour notre démocratie libérale, l'élection d'un président ou d'une présidente issue du Rassemblement national. Vous dites, il y a un chapitre qui s'appelle 2030 ou la fin de la démocratie libérale. Alors certes, vous la sortissez d'un point d'interrogation, mais ça veut dire que, tout à l'heure, on se demandait s'il fallait se préparer à mourir pour son pays. Là, il faut se préparer, 2030 c'est bientôt, il faut se préparer selon vous, enfin l'hypothèse de la fin de la démocratie libérale, elle est plausible, elle est possible, elle est envisageable? Je ne dis pas qu'il faut s'y préparer parce que je ne dis pas que c'est irréversible ni inéluctable. En revanche, ce que j'essaye de faire, c'est d'analyser non pas à partir d'un procès d'intention, en partant de ce qu'est l'histoire du Rassemblement national, mais en partant de ce que sont ses propositions. Et de ces propositions les plus récentes, notamment la proposition de loi de révision de la Constitution qui a été déposée il y a à peine un an. Et donc j'essaye d'analyser ce que seraient les conséquences pour la démocratie libérale. Et je dis qu'en l'espace de 3 mois, parce que les choses peuvent aller très vite, ça serait une rupture et une rupture brutale. C'est vrai de la procédure qui a été choisie, qui inéluctablement pour le coup, verrait un bras de fer entre un président nouvellement élu et le Conseil constitutionnel, gardien de notre Constitution. Et c'est vrai du fond, parce que par rapport à ce qu'est toute notre histoire, non seulement l'histoire de la République, mais même l'histoire de la monarchie, il y a beaucoup de ces propositions qui sont en rupture profonde. La suppression du droit du sol, et même du double droit du sol, c'est des choses qui n'ont pas été vues. Le double droit du sol, je dis juste d'un mot, c'est lorsque vous naissez en France, d'un parent français et d'un parent étranger, vous êtes français à la naissance, c'est quelque chose que le Rassemblement national propose de remettre en cause. La surveillance des binationaux, il y a des millions de binationaux dans notre pays. L'idée que par référendum, on offre la possibilité d'interdire aux binationaux l'accès à un certain nombre d'emplois dans la fonction publique, c'est une rupture avec la démocratie libérale. Enfin, inscrire dans la Constitution la préférence nationale, c'est-à-dire que dans l'accès aux droits économiques et sociaux, les Français et les étrangers en situation régulière qui payent leurs cotisations et leurs impôts ne soient pas traités de la même manière, ça aussi c'est une rupture. Et donc, je dis risque de rupture brutale en l'espace de 3 mois. On entend beaucoup, vous entendez cette petite musique que le Rassemblement national a changé, et c'est vrai qu'il a changé, et que l'élection de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, en réalité, ça ne serait pas si grave. Ce que j'essaye de démontrer, c'est que ça serait grave. Vous dites aussi, et vous argumentez que ça serait grave, c'est votre analyse, mais vous dites, et vous l'avez écrit non seulement dans ce livre, mais dans Le Monde également, vous considérez le Rassemblement national comme largement favori de la prochaine élection présidentielle. Oui, là aussi... On a entendu, notamment après les élections législatives de 2024, on a vu réapparaître... On a parlé de la force du Front républicain en disant ça prouve que les Français ne veulent pas du RN. Exactement, et qu'il y avait un nouveau plafond de verre, et c'est vrai, qui est apparu à cette occasion. Je pense qu'aujourd'hui, si on analyse froidement le rapport de force, si on analyse froidement ce que sont
à la fois le climat du pays, qui est une volonté de rupture, ce qu'est la force du Rassemblement national en termes électoraux, quand on regarde l'image du parti et qu'on compare l'image du Rassemblement national aux autres partis, quand on regarde les traits d'image, pas seulement la popularité, pas seulement les intentions de vote, mais même les traits d'image de Jordan Bardella, c'est-à-dire que non seulement il y a de la proximité, mais il y a aussi de la compétence. Je dis que c'est une hypothèse qui est aujourd'hui plausible. Et je ne dis pas ça par plaisir d'agiter les peurs, parce que j'avais pris mon risque dans les précédentes élections. Je me souviens qu'en 2017, dans mon précédent essai, j'avais dit l'élection de Marine Le Pen est impossible. On était dans la vague de l'élection de Donald Trump et du Brexit. Ouais. La dernière fois, j'avais dit c'est pas impossible, c'est improbable. Je dis aujourd'hui, c'est plausible. Ce n'est pas inéluctable, mais c'est plausible. Si demain ou en 2045, il y a un président ou une présidente aux tentations illibérales qui étaient élues en France. On l'a vu dans certaines autres grandes démocraties avec les États-Unis. Est-ce que notre démocratie, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec son état gazeux, aurait suffisamment de contre-pouvoir et de force pour résister? Je n'en sais rien, mais je pense qu'on peut tous être alertés par ce qui se passe aux États-Unis. Lorsque j'enseignais le droit constitutionnel, il y a fort longtemps, les États-Unis étaient l'image du pays construit sur les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Check and balance. La nature profonde de ce régime politique. La rapidité avec laquelle ces contre-pouvoirs, les uns après les autres, se sont affaissés, doit nous alerter sur la solidité de ces régimes. Et donc, si on y est attaché, ce qui est mon cas, et c'est là aussi une des raisons pour laquelle j'ai écrit cet essai, eh bien, ça veut dire que chacun doit se demander ce qu'il peut faire, comment il peut se mobiliser pour sauver ce qui est un bien commun essentiel. La démocratie à l'état gazeux, ça paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Merci Gilles. De rien, à bientôt, Sonia. vous repassez quand vous voulez. Bonne soirée sur France Info Télé.